Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, expo événement jusqu'en septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris. Elle va plaire à toute la famille, notamment aux enfants et aux adolescents. Ramsès II en majesté, on en parle avec l'invité du Grand Oral, Bénédicte Loyer. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu anniversaire et programme de français. Cette actu, ce sont les 120 ans de la naissance de Marguerite Yourcenar. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Retour à la Villette et à l'expo Ramsès. Les coulisses de la visite, je crains le pire. Rendez-vous avec enfin le plateau repas de Sandra Ferreira. Comme chaque semaine, notre diététicienne et nutritionniste va vous proposer un zoom sur une maladie rare qui touche de plus en plus les enfants, la NASH, autrement dit la stéatohépatite non alcoolique. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Allez, vous fermez les yeux, vous vous concentrez. Je vous demande très vite et au hasard de citer le premier nom de pharaon qui vous vient à l'esprit. Eh bien oui, il y a de fortes chances pour que vous ayez répondu Ramsès II. Il est la méga star de l'Égypte antique. La Grande Halle de la Villette lui consacre une spectaculaire exposition jusqu'au 6 septembre. Visite privée et cours particuliers aujourd'hui sur School TV avec Bénédicte Loyer. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je dis déjà que c'est une très belle exposition, comme ça c'est fait, même si on sera amené à le redire. Vous êtes égyptologue, vous êtes conseillère scientifique de cette exposition. Je disais Ramsès méga star. Alors d'abord, est-ce que c'est le pharaon, c'est un des premiers sur lequel on sait autant de choses en fait? Ça fait partie effectivement de celui qui a eu le règne le plus long, 67 ans, ce qui est quand même un record. Et il a eu le temps vraiment de marquer à la fois son temps, avec des constructions incroyables, mais aussi même l'histoire. C'est devenu vraiment un pharaon légendaire à sa mort, et il n'a jamais été oublié. Pharaon légendaire et grand communicant, au risque de la fake news. Alors il y a une bataille que vous montrez beaucoup dans l'expo, qui est la plus grande bataille de chars jamais menée, la bataille de Kadesh, bataille contre les Hittites. Ça ne s'est pas exactement passé comme Ramsès va essayer de le faire croire. Ah oui, alors ça fait partie des éléments qui font que Sa Majesté a toujours le beau rôle, même si effectivement, en fait, Ramsès est tombé dans un piège. Il a un petit peu péché par orgueil, mais s'il a perdu d'un point de vue territoire, puisqu'il n'a pas réussi à récupérer véritablement la cité de Kadesh, et surtout son objectif qui était un port juste à côté, finalement, c'est son ennemi qui a perdu la face, parce que les Égyptiens ont réussi quand même à tenir face à plusieurs charges de chars hittites. Et surtout, l'armée égyptienne a réussi à rejoindre Sa Majesté alors qu'ils étaient distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça veut dire que Ramsès, son armée était là pour lui, contrairement aux Hittites. Donc c'est pour ça qu'on est un peu avec une sorte de statu quo, mais finalement quand même d'un point de vue diplomatique, Ramsès l'a gagné. Ouais, il l'a gagné, et alors il fait raconter inlassablement, et quand je dis raconter avec des images, cette bataille, où on le voit lui, c'est Superman. Partout, puisque de toute façon, il n'y a pas de différence pour les Égyptiens entre le texte et l'image. C'est nous qui faisons une séparation. Donc quand nous avons ces immenses représentations de Sa Majesté en train de décocher une flèche et de tuer des milliers et des milliers d'Hittites, c'est carrément la reprise du texte qu'on a tout autour et qui nous raconte comment le roi a réussi presque à terrasser à lui tout seul. Oui, c'est ça. C'est cet empire incroyable qui se trouvait face aux Égyptiens. C'est la franchise Marvel avant l'heure. C'est aussi la fin de ce conflit. C'est aussi le premier accord de paix dont le texte est accessible. Sur des tablettes, et on a à la fois la version hittite et on a aussi la version égyptienne, qui en plus a été gravée dans le temple de Karnak, donc dans le sud de l'Égypte. Et c'est vrai que c'est un document qui en plus est extraordinaire parce qu'il est éminemment moderne. On a vraiment les tractations et puis une sorte de pacte de non-agression. Il me semble d'ailleurs qu'on a une copie. Proposée par les Hittites d'ailleurs à l'époque. Et par les Égyptiens d'ailleurs. Oui, il semble que les deux se mettent d'accord. Ils en ont marre de se faire la guerre. Oui, et puis surtout, ça ouvre une énorme paix de au moins un siècle et quelques, avec une possibilité d'avoir des routes commerciales complètement ouvertes. L'Égypte devient absolument surpuissante. Et il y a une copie sans doute de ce texte, il me semble à l'ONU. Ils ont gardé comme ça le premier accord de paix. Un des plus anciens accords de paix que l'on ait dans l'histoire de l'humanité. Vous l'avez d'ores et déjà rapidement mentionné, mais grand communicant aussi, Ramsès, par sa politique de grands travaux. C'est un immense bâtisseur. Alors il a eu le temps, plus de 60 ans de règne, mais enfin quand même. On pense spontanément par exemple à la décoration de la salle hypostyle de Karnak, donc dans le temple d'Amon. Pour vous donner une idée, la salle hypostyle de Karnak, vous pouvez mettre Notre-Dame de Paris à l'intérieur. Donc ça vous laisse imaginer un peu l'ampleur du temple. Il a construit aussi un autre temple du côté d'Abydos, on est un peu plus au nord de Luxor, c'est la grande cité du dieu Osiris, le dieu des morts. Il nous a fait aussi le premier pylône du temple de Luxor.
Et puis, plus au sud, le temple magistral, c'est le temple d'Abou Simbel. C'est carrément une montagne qui a été creusée avec une disposition particulière de façon à ce que 2 fois dans l'année, aux équinoxes, la lumière pénètre jusqu'au fond du temple et illumine 3 statues sur 4, ce qui fait que la statue de Ramsès est rechargée magiquement par les rayons de soleil, et ça pour l'éternité. C'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Je parlais de la longévité de Ramsès, 91 ans. Il meurt à 91 ans. L'espérance de vie moyenne à l'époque... 40 ans maximum. Voilà, et un paysan, je disais même, alors il y a un formidable... Je dis ça si vous êtes enseignant, mais même si vous êtes parent, regardez, profitez-en, c'est gratuit. Il y a un dossier pédagogique extraordinaire pour accompagner la visite ou précéder la visite qui est disponible gratuitement sur le site internet de la visite. 35 ans, un paysan. Voilà, grosso modo, avec les maladies et puis tout simplement l'usure au travail qui est quand même assez harassant, on est plutôt dans cette moyenne-là. Donc c'est vrai que un pharaon qui meurt à 90 ans, c'est absolument exceptionnel. Ça n'arrive pas. Très présent enfin dans la culture populaire. Hein. D'abord, c'est le pharaon qui va choisir le cinéma américain. Bien sûr. De toute façon, c'est le pharaon des 10 commandements. De Cécile B2000. Absolument magistral avec sa grande cape. C'est presque un héros de jeu vidéo. C'est un héros qu'on retrouve du côté des romans. Dans Assassin's Creed Origins aussi, c'est un boss qu'il faut combattre. Donc il a tout. Il a absolument tout pour en faire un personnage absolument iconique. Personnage iconique auquel est consacrée cette très belle exposition. Vous voulez tout savoir sur Ramsès II. Vous mettez Ramsès d'ailleurs, hein. Vous ne mettez pas Ramsès II dans le titre. Parce qu'en fait, Ramsès II, c'est en quelque sorte le début de la légende. C'est ça. Et il va tellement avoir une influence considérable qu'on va avoir jusqu'à 11 Ramsès. Ouais, et il écrase tous les autres. Il n'y en a qu'un en fait. Tous les autres, et tout le monde va essayer de se référer à lui. Ramsès l'unique. Vous visitez l'expo, vous lisez le livre, parce que oui, vous avez fait un livre, Bénédicte, Ramsès II par secret d'histoire aux origines de la légende, c'est aux éditions Larousse, et on se retrouve, si vous le voulez bien, juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche consacré aujourd'hui à Marguerite Yourcenar, car il y a tout juste 120 ans aujourd'hui, le 8 juin 1903, naissait Marguerite Yourcenar, première femme à faire son entrée à l'Académie française et que l'on croise à de nombreuses reprises en cours de français. Oui, Marguerite Yourcenar est très vite entrée dans les programmes, bien qu'elle ne soit pas morte il y a si longtemps, en 1987. Et c'est ça qui est très intéressant quand on étudie son œuvre, c'est que les élèves ont accès à de nombreuses sources vidéo, notamment. Une des interviews les plus connues, c'est celle qu'elle donne à Bernard Pivot dans son émission Apostrophe sur Antenne 2. C'est en 1979. L'écrivaine accueille le journaliste dans sa maison aux États-Unis, dans le Maine, qu'elle appelle Petite Plaisance. Elle lui parle de son rapport à l'écriture, de son enfance. Et c'est toujours fascinant quand même de voir un écrivain parler. C'est pas si fréquent que ça avec les écrivains que les élèves étudient en cours. On aurait adoré, par exemple, pouvoir regarder un entretien avec Victor Hugo, Balzac, Proust. Bon, malheureusement, c'est pas possible. Mais on se rattrape avec Marguerite Yourcenar. Née à Bruxelles, et elle ne s'appelle pas Yourcenar, elle s'appelle Clenwerk de Crayoncourt. Alors dans Crayoncourt, il y a un indice. Absolument, je vais y venir. Et sa mère meurt alors qu'elle n'a que quelques jours. Elle est donc élevée par son père et par sa grand-mère maternelle dans une famille anticonformiste. Son père est un grand aventurier, il voyage beaucoup, il emmène sa fille partout avec lui. Et quand on connaît le caractère très libre, très aventurier de Marguerite Yourcenar et sa passion qu'elle aura toute sa vie pour les voyages, on peut difficilement ne pas faire le lien avec l'enfance. Sur le conformisme, d'ailleurs, je vous lis ce qu'elle a dit. Le conformisme est une misérable maladie parce qu'elle vous empêche d'exister. Ceux qui sont véritablement conformistes n'ont pas vécu. Belle citation. C'est son père qui fait donc son éducation. Elle est extrêmement instruite. Elle obtient d'ailleurs la première partie de son baccalauréat. C'est une époque où on passait le bac en 2 parties, sans être jamais allée à l'école. Exactement. Son père a fait toute son éducation, voilà. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, depuis toujours, c'est écrire. Elle publie son premier poème à l'âge de 18 ans. Ça s'appelle Le Jardin des Chimères. Avant de publier un an plus tard un recueil de poésie, Les dieux ne sont pas morts. Et je disais, Crayoncourt, Yourcenar, rien n'a dit. Ce sont ses premières publications qui lui donnent l'occasion de chercher et de trouver un pseudonyme. Exactement. Alors elle tente anagramme de Crayoncourt. Voilà. Elle tente plusieurs choses. Ça sera d'abord Margue Yourcenar et puis ensuite Marguerite Yourcenar. Voilà. Et donc à la mort de son père, elle se consacre uniquement à l'écriture. Son premier roman sort en 1929, Alexis ou le traité du 20 combats, dans lequel elle aborde notamment sa bisexualité. Elle écrit ensuite Nouvelles orientales, Feu, Le coup de grâce. Ses romans sont souvent inspirés de son histoire personnelle et de ses nombreux déboires amoureux, mais aussi de la mythologie grecque, parce qu'elle avait une grande passion pour la mythologie. Tout près de l'Égypte, on aurait pu aller une autre fois. Sœur. Ça va encore. Vous nous parliez de sa passion pour les voyages. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle part vivre
vivre aux États-Unis où elle rejoint sa compagne, la traductrice Grace Frick. Oui, avec qui elle vit pendant 30 ans, qui la soutient dans ses épisodes dépressifs toute sa vie. Elles vivent donc ensemble dans cette fameuse maison, la petite Plaisance qu'elles ont achetée. Aux États-Unis, Marguerite Yourcenar enseigne la littérature française, l'histoire de l'art. Elle est naturalisée américaine et c'est là-bas qu'elle débute son roman le plus célèbre, Les Mémoires d'Adrien. C'est une période où elle écrit beaucoup. Elle publie ensuite L'œuvre au noir en 1968 pour lequel elle obtient le prix féminin. Voilà, là on a vraiment les chefs-d'œuvre mémorables de Yourcenar qui en 81, on l'a dit, est la première femme à entrer à l'Académie française. On ne peut prétendre que dans cette société française si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement confortée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil, dit-elle devant une assemblée d'hommes dont certains étaient farouchement opposés à ce qu'une femme fasse son entrée à l'Académie française. Une femme, une féministe, une avant-gardiste aussi, notamment dans un engagement peu fréquent à l'époque dans la défense de l'environnement. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Elle a même créé une fondation pour protéger la nature et les paysages des monts des Flandres en 1982. Nous sommes là dans les dernières années de sa vie, où elle continue à beaucoup voyager et à beaucoup écrire aussi dans sa maison aux États-Unis. Elle meurt là-bas en 1987 à l'âge de 84 ans. Merci beaucoup. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Des petites surprises pour la récré. Ouais, c'est ce que j'ai senti, parce qu'on l'a visité ensemble, l'expo, avec Marine Pantec aussi, Grand Oral. 145 000 billets vendus avant même l'ouverture de l'exposition. Ramsès II est à la Grande Halle de la Villette. Si vous y allez avec une classe ou en famille, il y a plein de ressources disponibles sur le site de l'exposition, notamment ce riche dossier pédagogique dont je vous parlais. On en parle de cette expo avec sa conseillère scientifique Bénédicte Loyer. C'est très spectaculaire, c'est très immersif. Je vous propose qu'on vous allèche un petit peu avec ces images. Ramsès et l'or des pharaons, l'exposition événement. Plongé au cœur du royaume de l'un des plus grands bâtisseurs de l'Égypte ancienne, Ramsès. Plus de 180 pièces originales, dont certaines ne sont jamais sorties d'Égypte, regroupées dans une collection exceptionnelle. Un trésor de plus de 3000 ans à couper le souffle. Bijoux exceptionnels, masques royaux spectaculaires, mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis. Découvrez aussi une expérience unique en réalité virtuelle à la découverte du fabuleux temple d'Abou Simbel et du tombeau de Néfertari. Ramsès et l'or des pharaons, l'exposition événement, à partir du 7 avril 2023 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Exposition qui a pour conseillère scientifique Bénédicte Loyer, invitée de la quotidienne. Merci d'être avec nous. Que représente l'Égypte dans le monde antique au moment où Ramsès arrive au pouvoir ? L'Égypte ancienne est probablement le grand royaume, la grande puissance qui met un peu tout le monde au pas. Et c'est vrai que quand Ramsès hérite du trône, nous sommes à un moment presque charnière avec vraiment les Hittites qui commencent à devenir de plus en plus importants. C'est un peu un choc. Les Hittites, ils habitent où en géographie d'aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire en fait c'est en Turquie. La Turquie actuelle. Voilà. Et ce sont des gens qui sont particulièrement intéressés par le Levant, donc toute la côte syro-palestinienne, parce que c'est là où il y a toutes les routes commerciales, pratiquement aussi pour atteindre tous les chemins commerciaux qui mènent jusqu'en Afghanistan, puisqu'on a notamment le lapis-lazuli qui vient d'Afghanistan, on a le cuivre qui vient notamment de Chypre, donc c'est juste à côté. Donc on a vraiment un enjeu à tenir des ports et avoir un accès à la mer à cet endroit-là. Exactement, et puis même l'étain, à l'époque, commence à venir de Cornouailles, c'est-à-dire d'Angleterre. Donc on commence à avoir un monde absolument énorme qui se connecte. Une sorte de première mondialisation. Exactement, avant l'heure, plus lente que la nôtre à l'heure actuelle, mais qui est déjà bien présente. Un pays moderne aussi, parce que s'il réussit à dominer le monde de la façon dont il le fait, c'est aussi parce qu'il y a une administration, il y a des registres, on mesure, on calcule. Ce sont des merveilleux administrateurs. C'est vrai que quand on voit la façon dont ils organisent, comment ils perçoivent leur univers, la façon dont ils font en sorte que les récoltes partent dans les greniers, la redistribution, la gestion quand il y a une crise ou alors quand la crue du Nil n'est pas assez forte, ce sont vraiment des gens qui sont absolument incroyables. Et qui déploient tout un savoir scientifique notamment, y compris, alors je ne sais plus si c'est dans l'expo ou si, parce que je suis allé il n'y a pas longtemps à Figeac voir la maison Champollion, donc je me demande si c'est pas là-bas aussi, mais bref, des cordes pour mesurer
créent des arpents de terre autour du Exactement. Nil. Ils ont ça de façon à ce que tout le monde récupère son lopin de terre. Après avec les la bonne crues, surface, ouais, avec voilà. les crues. Il est interdit de bouger les bornes, sinon on risque de se faire taper sur les doigts. Ouais. C'est vraiment le pays de ce qu'ils appellent la ma'at, c'est-à-dire la juste organisation des choses, la loi, la règle, la rectitude. Et c'est vraiment des gens qui ont cette idée comme ça d'organisation bien spécifique, chacun à sa place, chacun avec une juste rétribution des choses. Et ça a permis de faire que ce pays règne pendant plus de 3000 ans. Oui, ce qui est considérable. Bibliothèques et écoles sont aussi au cœur de la cité. Alors bien sûr, là-dessus, ça fait partie des éléments extrêmement importants. On a des écoles, ce qu'on appelle les maisons du lien, en fait, qui sont accrochées au temple. Et on va avoir toute une série d'exercices où on copie, notamment les anciens textes. Donc on revient avec, par exemple, Marguerite Yourcenar. On a le même système avec des très très grands écrivains que les Égyptiens recopient au fur et à mesure. On a même des brouillons, on a des devoirs. C'est un bon métier, scribe. C'est un très bon métier. Allez, la Avec réplique. des très bons trucs. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais c'est vraiment ça. Être scribe, c'est l'assurance d'avoir un très très bon... Vous êtes trop modeste, vous la connaissez par cœur, la réplique des doigts. Tous les égyptologues la connaissent d'ailleurs. En tout cas, les très bons égyptologues qui connaissent bien ce genre de choses, ils la connaissent par cœur. Le film d'Alain Chabat. Des essentiels en égyptologie française. Astérix et Cléopâtre. Qui en fait est assez sérieux comme film au point de vue des références sur l'Égypte. Enfin, c'est sérieux, on se comprend. Mais... Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est l'Égypte sans être l'Égypte. Ouais. Et en même temps, vous avez plein de petits détails comme ça qui sont vraiment, qui s'appuient sur des vrais événements historiques. Par exemple, la première grève où ils sont tous en train de faire pas content, elle est vraie. pas content, Ouais. elle est vraie. Tout à fait. C'est l'une des plus anciennes grèves de l'histoire qui date à l'époque de Ramsès III. Pareil, à un moment, Gérard Darmon qui harangue les ouvriers en disant « Rotchen », ça c'est l'Égyptien. Donc on a cette acuité à vouloir comme ça faire des petites choses pour les égyptologues. C'est pour ça qu'on adore ça. On pourrait le regarder pendant mes 15 ans, ça marcherait toujours. Excellent. Donc si vous avez aimé le film d'Alain Chabat sur Astérix, que vous dites je vais peut-être devenir égyptologue, faites attention, ça peut vous arriver. C'est une idée d'orientation en cette période de Parcoursup. Il y a un autre grand personnage dans cette expo, c'est Néfertari. On va en parler, si vous le voulez bien, juste après la récré avec Bénédicte Loyer. Mais pour l'instant, Emma Guessel. Emma, rebonjour. Bonjour. Comment on dit bonjour en égyptien déjà? Je ne sais pas moi. Hatep. Hatep. Pareil. Vous nous emmenez dans les coulisses de cette exposition. Et oui, parce qu'on a eu la chance de la visiter pour préparer cette En fait, il faut tout dire. Il y a les jours où j'ai les textes à l'avance, il y a les jours où je les ai pas. Là, Quoi. c'est pas grave. Là, c'est un jour où je l'ai pas. Donc, on s'est donc donné rendez-vous à la Villette avec Emmanuel et Marine Plantec, notre productrice. On a adoré se plonger dans le monde fascinant de l'Égypte ancienne. On a bien sûr été fascinés par le tombeau, le sarcophage de Ramsès II, qui n'était pas sorti d'Égypte depuis 45 ans, je crois. Alors, le couvercle est sorti une fois en 84 pour aller à Montréal, mais l'ensemble n'était pas ressorti depuis 1976-77. Ben voilà. Wow. Forcément, on s'est arrêté pour le contempler. Regardez, hop, Emmanuel hyper concentré, rejoint par Marine quelques secondes plus tard. On était fascinés. Et j'ai d'autres photos inédites, Emmanuel. Non. Si, parce qu'à un moment fort de l'expo, Parce que jusque-là, ça va. autant pour les enfants que pour les adultes, franchement, c'est la réalité virtuelle proposée à la fin. On entre au cœur d'Abou Simbel que Ramsès fait construire vers 1260 avant Jésus-Christ. La visite nous est faite par Néfertari, justement, la femme principale de Ramsès II. Un moment super chouette que vous avez adoré. Emmanuel, regardez comme vous êtes beau avec ce casque. Alors voilà, on était tous les trois comme des gosses. C'était un vrai moment fort de l'expo. Puis ensuite, on est ressortis. On a immortalisé notre venue avec une petite photo. Et à votre avis, est-ce qu'on a beaucoup aimé l'expo? Bah oui. Mais oui. Voilà. Merci beaucoup pour cette récré fort sympathique. L'idée de l'immersion. En fait, il n'y a pas que cette partie en réalité virtuelle. C'est-à-dire, dès qu'on entre, on arrive dans une pièce, il y a un petit film qui doit durer, je sais pas, 5 minutes, 7 minutes à peu près. Voilà, voilà. ça permet de poser à peu près ce qu'on ressent, qui pose le contexte et qui va inviter ensuite à regarder les œuvres et les objets, dont certains sortent pour la première fois. Oui, on en a à peu près, je crois, une quarantaine. Alors quand je dis sortent, c'est sortent d'Égypte. Voilà, ça c'est le cadeau de la part des autorités égyptiennes qui
qui arrive à sélectionner des œuvres absolument remarquables. Parce qu'il y a quand même un lien entre la France et l'Égypte et Ramsès qui est très particulier. Très fort. Depuis 76, si mes souvenirs sont bons, je fais ça de mémoire. Voilà, exactement. Au moment où Valéry Giscard d'Estaing avait permis la restauration. Même le sauvetage. Le sauvetage même de la, parler d'une cure médicale. de la momie de Ramsès. Exactement, Ramsès II a pris l'avion. Alors il n'avait pas de passeport, hein, j'insiste là-dessus parce qu'il y a une rumeur comme quoi il avait eu un passeport tamponné. Non, il y avait des autorisations de sortie, mais il n'avait pas un passeport comme vous et moi. Il est arrivé, il me semble, en septembre 1976. C'est ça. Et il est resté jusqu'en mai 1977, accueilli par la France, observé par des chercheurs de premier plan, et on l'a soigné grâce au nucléaire. Parce que c'était menacé par des champignons, c'est ça, la momie était bouffée. Qui commençaient à grignoter la momie et qui allaient la faire disparaître à plus ou moins long terme. Donc on a sauvé un pharaon qui aujourd'hui repose... Ce qui peut aider dans les négociations ensuite pour avoir quelques pièces, parce que c'est une exposition itinérante qui va dans le monde entier, et je crois qu'il y a certaines pièces qu'on ne verra qu'à Paris. Le cercueil, par exemple. Voilà, ça c'est le cadeau de la part des Égyptiens pour justement faire venir Ramsès II un peu à Paris. Le retour. Voilà, c'est exactement ça. Je le disais avant la récré, il y a un autre grand personnage dans cette exposition, c'est Néfertari. Pourquoi elle? Alors, j'ai lu après, je me doutais qu'il n'avait pas eu qu'une seule épouse, à l'époque ils en avaient plein, mais enfin 200 quand même. Alors, c'est peut-être exagéré, hein, parce que... c'est dans votre dossier pédagogique, voilà. vous Là, on a mis un peu très large, on a mis un peu le paquet. Mais il faudrait sans doute revoir le chef un peu plus. Mais même 100, c'est beaucoup, vous savez. Mais même 100, c'est beaucoup. Parce que quand on imagine, voilà, on a les épouses, puis après on a la famille. Ça veut dire que là, pour le moment, on a la trace de 110 enfants. 50 fils, 60 filles. C'est pour ça qu'on se dit que les dimanches après-midi, ça devait être amusant à la maison. On a vraiment, en plus, la trace, on est vraiment sûr de l'ordre des 38 premiers fils. On sait qu'il a une demi-douzaine d'épouses royales, et puis après, il faut compter les épouses diplomatiques, donc les épouses étrangères pour les alliances, les épouses secondaires, les concubines, etc. Ah oui, sacré boulot. Ce que vous voulez dire, c'était pas que du plaisir, quoi. Il n'avait pas le choix. Il a besoin de une se sorte de polygamie contrainte. C'est un roi. Et surtout, l'idée, c'est que la précédente dynastie est morte faute d'héritier. Ramsès montre qu'il est vraiment un héritier et choisi par les dieux parce qu'il est capable de faire une famille absolument extraordinaire. Quelle est la place des femmes d'ailleurs dans cette civilisation égyptienne? Eh bien justement, la place des femmes, elle est beaucoup mieux en tout cas que par exemple la consoeur grecque. Ça veut dire que l'égyptienne, elle a le droit de posséder des choses, elle a le droit de divorce. On a comme ça d'un point de vue droit un certain équilibre, même si quand même on est très très loin de l'égalité parfaite. Ceci dit, quand les Égyptiens emploient un homme ou une femme, même travail, même salaire. On n'est pas encore arrivé là. Donc, il y a une certaine position assez intéressante. Et bien sûr, pour les grandes épouses royales, on est avec le top du top. Et Néfertari, c'est la favorite. Et Néfertari, ça veut dire la plus belle. Et c'est la favorite parce qu'elle a été la première à donner un fils à Ramsès. Ramsès qui fascine les enfants, les ados, j'ai insisté là-dessus en début d'émission. Vous-même, c'est par Ramsès que vous êtes rentré dans l'égyptologie, non? Voilà, par Ramsès, par Toutankhamon, par les monuments absolument incroyables, par cette civilisation qui nous a laissé tellement de choses et tellement de choses accessibles. Et surtout pour nous, c'est peut-être ça qui me touche et me bouleverse le plus, c'est que ces gens savaient qu'on allait sans doute venir. Et ils nous ont laissé parfois des messages directement pour nous, quand on passe à côté d'une tombe et qu'on vous dit « Oh, les vivants qui êtes sur terre, entrez dans ma tombe et prononcez mon nom ». Vous avez ces messages sur répondeur à 4000 ans de distance avec des gens qui vous expliquent qu'il faut cueillir le jour, il faut profiter, il faut être avec ceux qu'on aime, et puis il faut être dans la droiture, dans la bonne gestion des choses. Et quand on voit ce qu'ils nous ont laissé, comment ils ont réussi à organiser leur pays, et le fait que ça tienne encore aujourd'hui, à 4000 ans de distance, c'est rassurant. Et c'est des gens qui arrivent à vaincre le temps, et presque à vaincre la mort. D'autant plus que maintenant, on peut justement lire leurs textes et tout le reste. Vaincre le temps, vaincre la mort. Alors Ramsès n'a pas fini, il n'a pas vaincu la mort finalement. Néanmoins, vous proposez dans ce qui est assez unique une visualisation de Ramsès de 30 à 90 ans. Donc on découvre, alors ça on ne le voit pas dans la visualisation que vous proposez, mais qui mesurait 1m75, ce qui est grand pour le... Voilà, à peu près 1m72, parce qu'effectivement il était tout reçu à la fin de sa vie. Il était roux. Il était rouquin. Voilà. Parce que l'origine de la famille vient de Syrie-Palestine. Et donc on sait qu'il était... Elle est toute contente. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il met vraiment à l'honneur le culte de Seth, qui est le dieu qui a assassiné Osiris, mais qui n'est pas un dieu forcément méchant. C'est aussi un très grand dieu protecteur. Oui, c'est pas parce qu'on assassine un peu que... à cette époque-là. Voilà. Dites-moi par exemple, vous dites on lui a cassé le cou pour l'allonger. Donc j'ai lu ça aussi. Mais qu'est-ce qui permet aux archéologues, aux chercheurs de savoir à autant de distance que c'est pour rentrer
dans le sarcophage qu'on lui casse le cou et pas parce qu'il se fait casser le cou par un hittite mécontent? Eh bien, tout simplement parce que ça se voit d'un point de vue corporel que vous avez une blessure ante ou post-mortem. Donc là, on se rend bien compte qu'effectivement, il était mort, qu'on était vraiment avec quelqu'un qui était complètement effondré sur lui-même. Donc, pour pouvoir l'allonger, ça se fait entre guillemets régulièrement dans les maisons d'embaumement quand on se retrouve avec des blessures un peu particulières ou des membres qui sont un peu tordus. On peut, avec les bandages, on peut corriger. Super. Qu'est-ce qu'on ignore encore de Ramsès? Eh bien, l'homme. Et c'est ça qui est assez terrible et qui est en même temps fascinant. Ça veut dire qu'on a vraiment la personnalité politique, le guerrier qu'il était. On imagine un petit peu l'homme politique et le négociateur. Mais ce qu'il aimait, ses goûts, la façon dont il... on sait pas tout ça. Sa parole ou autre. On n'arrive pas à toucher l'homme. Donc on a une légende, mais l'homme nous échappe toujours. Et la légende qui s'est elle-même cachée derrière sa légende avec cet art du récit. Et l'histoire devint légende et la légende devint un mythe, c'est exactement ça. Et ben voilà. Bénédicte Loyer, merci, vous restez avec nous. On va prendre le plateau repas comme chaque semaine. Emma, merci beaucoup. On ne sait presque rien de Toutankhamon, mais son trésor funéraire nous est parvenu intact. À l'inverse, Ramsès II a une biographie bien documentée, mais presque rien n'a survécu de son tombeau de la vallée des rois qui mérite l'adjectif pharaonique. C'est ce qu'écrit Pierre Barthélemy dans Le Monde à propos de cette exposition Ramsès à la Grande Halle de la Villette. C'est vrai qu'on dit l'or des pharaons, là... C'est beaucoup de l'or disparu. Voilà, exactement. Il y en a un petit peu, il y a un collier extraordinaire notamment. 8 kg 640 grammes. Voilà, alors qu'on ne voit pas. Vous vous souvenez, ce collier. Je m'en souviens très bien. Elle s'en souvient très bien, 8 kilos. Ouais. Quand même. Sandra Ferreira. J'en perds complètement mes moyens. Excusez-moi. Sandra Ferreira, plateau repas. Et donc, comme chaque semaine, le plateau repas de Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Dans quelques jours, ce sera le 12 juin précisément, il y a une journée internationale de la NASH, N-A-S-H, autrement dit la stéatohépatite non alcoolique, maladie méconnue de l'adulte et que l'on retrouve de plus en plus chez les enfants. Sandra, qu'est-ce que c'est la NASH? Donc voilà, comme vous l'avez dit, c'est le nom anglais. C'est le nom anglais, c'est l'acronyme du coup en français de la stéatohépatite non alcoolique, comme vous l'avez bien dit. En d'autres termes, c'est la maladie du foie gras. C'est en fait une maladie du foie qui est associée à des mauvaises habitudes alimentaires et à une certaine sédentarité, un manque d'exercice physique qui va toucher tout de même 20 à 40% de la population adulte. C'est considérable. C'est quand même considérable de la population adulte. Attention, je précise, dans les pays développés, puisque l'histoire de l'exercice physique, et jusqu'à 20% des enfants. C'est surtout ça la problématique. Il faut savoir que la moitié des diabétiques en est atteint et jusqu'à 90% des personnes obèses. Mais les gens savent qu'ils ont cette maladie parce que 20% ou 40%, j'en ai entendu parler. C'est une maladie plutôt silencieuse. Donc quand ça fait mal, ça fait vraiment très mal. Et en attendant, c'est silencieux. Donc tout le monde ne le sait pas. Et quelles mauvaises habitudes alimentaires peuvent mener donc à la NASH, notamment chez les enfants? Surtout chez les enfants, c'est le fructose. Le fructose, c'est le pire, c'est l'alcool de nos enfants. J'utilise vraiment ce mot et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que le fructose, c'est le sucre, on va dire, naturel qu'on peut avoir dans les fruits, par exemple. Toujours il fallait se méfier des fruits. Alors, attention, virgule, je continue ma phrase, c'est que l'industrie agroalimentaire l'utilise, mais partout. Ils mettent du fructose parce que c'est pas cher. Donc on retrouve votre défiance des produits transformés en disant quand même... Exactement, on revient là-dessus. Les plats préparés qui sont salés, qui contiennent du fructose, les aliments transformés et les boissons. Ça fait quoi dans notre corps, le fructose? Le fructose, en fait, ça va faire la synthèse, ça va produire beaucoup plus de graisse au niveau de notre foie. Plus on mange de fructose, plus la synthèse de graisse. D'où maladie du foie gras, quoi. Voilà, la maladie du foie gras. Et le pire, le fructose, c'est pour ça que je le compare à l'alcool, c'est que du coup, c'est dès les premières années de la vie qu'on consomme du fructose, ce qui n'est pas le cas de l'alcool, c'est même presque normalement l'alcool. Sauf dans certaines cultures, c'est pas grave. Oui. Comment on traite cette maladie? Alors, il n'y a aucun médicament, mais rassurez-vous, je vais vous dire quelque chose de plus positif après. Ce qui est rassurant, c'est réversible, on peut modifier sa façon de faire, sa façon de manger, l'alimentation et l'activité physique. Donc, on peut inverser ceci. Le régime NASH s'appuie sur l'éviction partielle ou totale des aliments qui contiennent du sucre, en l'occurrence surtout du fructose, et surtout sous forme libre. Par exemple, le jus de fruits, tout bêtement. Si votre enfant est atteint de la NASH, le jus de fruits, c'est pas adapté. Et sur la mise en avant de ce qu'on appelle les féculents à index glycémique bas, c'est-à-dire des féculents qui diffusent leur sucre tranquillement dans l'organisme. En d'autres termes, les pâtes, le riz qui sont semi-complets ou complets. On va augmenter la part des oméga 3, on se fait plaisir avec de l'huile de lin, de l'huile de noix, des petits poissons gras issus de la pêche durable si possible. Et on fait le plein des aliments riches en antioxydants qui sont protecteurs. En d'autres termes, les légumes qu'Emmanuel adore. Et on se rappelle, voilà,
On se rappelle que le foie possède cette capacité extraordinaire de se régénérer, mais si on pouvait prendre un petit peu soin de lui, ça serait bien. Et ce que vous disiez à juste titre, Emmanuel, c'est qu'on favorise les aliments bruts et le moins industriels. Et bio aussi possible. Et bio aussi possible. Dernière question, la NASH, elle est transmissible ou c'est vraiment une maladie d'un défaut d'alimentation On a remarqué que la femme en surpoids peut transmettre cette possibilité de fabrication de gras du foie à son enfant. Donc il y a une possible transmission, hérédité, et on rentre dans un cercle vicieux. Finalement, la femme en surpoids fait un enfant qui sera en surpoids, qui a la NASH, qui fera un enfant. Enfin, c'est ce qui fait que ça progresse malheureusement dans le monde. Heureusement, l'allaitement maternel est plutôt protecteur. C'est une bonne piste. Je rappelle que la NASH est réversible et que si on ne fait rien, malheureusement, ça évolue pour finir sur quelque chose d'un peu négatif vers la cirrhose ou le cancer du foie. Super, on est motivé. Merci beaucoup, Sandra. À manger des fruits. Non, les chiffres sont absolument spectaculaires. Ils mangeaient sainement, en un mot, les Égyptiens? Ah, mine de rien, oui. Ils avaient quand même pas mal de choses, entre légumes, des oignons, de la salade. On avait un tout petit peu de viande. Alors, viande type antilope ou alors de bœuf. On pouvait avoir aussi tout ce qui est pain et bière. C'est la base de l'alimentation. Donc là, un petit peu d'alcool. Et d'ailleurs, bière en égyptien ancien, ça se dit Henneket. Vous pensez à une célèbre marque de bière. Vous l'avez, c'est un mot qu'on n'oublie jamais. Oui, Sandra, c'est un régime qui me convient très bien. Voilà, vive le régime égyptien. Vive Ramsès, bravo pour cette superbe exposition. Bénédicte Loyer, merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Vous en êtes la conseillère scientifique. C'est jusqu'en septembre à la Grande Halle de la Villette, Ramsès, l'or des pharaons. Merci Sandra, merci aussi à toute l'équipe. Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et en régie avec elle au son Thibaut Goury-Lafont, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.